Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour le 10h midi. On revient à 10h30 sur des faits d'actualité. La semaine dernière, ce sont deux drames dont on a beaucoup parlé. La mort du petit Nolan, décédé après avoir consommé un steak haché contaminé. Et puis le cas d'une femme paralysée après avoir consommé une soupe en conserve dont la date limite d'utilisation avait été dépassée. Êtes-vous inquiet de ce que vous mangez ? Est-ce que vous êtes vigilant aux produits que vous achetez ? Dites-nous 0826 300 300. Est-ce que vous êtes inquiet ? On en parle avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Bonjour Jean-Michel Cohen. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. C'est vrai que ce sont des sujets, tout ce qui touche l'alimentation, nous inquiète et nous angoisse. Je rappelle que vous avez publié Mieux manger pour les nuls chez First, ou encore votre dernier livre, Mes recettes légères au Thermomix. Et c'est vrai que vous êtes, très, très impliqué dans tout ce qui est consommation alimentaire, à la fois sur les produits, avec votre livre Le guide des aliments, qui décrypte, qui nous aide à mieux comprendre ce qu'on mange. Et là, c'est vrai qu'on a de plus en plus peur de manger, en fait, aujourd'hui. Oui, mais c'est simplement parce qu'on a subi un changement. Dans les premiers temps, on avait besoin de se nourrir et donc on avait besoin de contrôler que la nourriture soit de bonne qualité et qu'elle ne soit pas infectée. Et puis, une fois qu'on a pensé avoir réglé le problème, on s'est intéressé à la qualité des aliments, c'est-à-dire à leur valeur nutritionnelle, et on est resté focalisé là-dessus. Les deux alertes dont vous parlez, récentes, montrent et soulignent au grand public qu'en réalité, même si on est inquiet de ce qu'on mange, on a traité le problème le plus important, qui était le problème de la qualité sanitaire des aliments. Ça veut dire, là, on présente comme un événement, par exemple, la terrible affaire du jeune Nolan. Ouais. En fait, cette terrible affaire du jeune Nolan, aujourd'hui, elle fait la une de tous les journaux, et en même temps, il y a 50 ans de ça, on en avait environ une cinquantaine par mois. Donc, ça signifie qu'on n'a pas été... Enfin, on devrait se féliciter du fait d'avoir amélioré la qualité sanitaire. Quant à ce qui est arrivé au jeune Nolan, en fait, il y a une triche quelque part. Ça veut dire qu'on sert une viande dont le lot n'a pas été vérifié, car l'industriel avait déclaré qu'en faisant des échantillons aléatoires, des tests aléatoires, ça suffirait. Eh bien, pas de chance quand on fait un test aléatoire. C'est pour ça que la santé ne souffre pas de statistiques. Quand on fait un test aléatoire, on peut passer à côté d'une bactérie. En l'occurrence, c'était une forme virulente d'Escherichia coli qui a provoqué le décès de ce jeune garçon. Alors, c'est vrai qu'il y a moins d'accidents alimentaires qu'il y en avait à l'époque, mais sauf qu'on est encore plus terrorisé aujourd'hui, puisqu'on a le sentiment on avait le sentiment jusqu'à il y a quelques années qu'on était à l'abri de toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, il y a quand même une angoisse qui est très forte par rapport à cette alimentation. Il faut chercher à qui profite le crime. Ouais. Ça veut dire... Quel sens ça a, et je suis ravi qu'en ce moment on combatte les fake news, quel sens ça a de mettre des alertes dans tous les sens sur la pollution alimentaire, par exemple. Quand on regarde l'affaire des résidus de pesticides, on se rend compte que finalement le consommateur lambda, c'est-à-dire le consommateur lambda, celui qui achète et fait ses courses au quotidien, on n'est absolument pas certain de savoir quel est le type de toxicité et la toxicité éventuelle des résidus de pesticides. On sait que les populations exposées, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, ceux qui sont à côté de ces champs, c'est le débat des 5 mètres et des 150 mètres, sont exposés, mais le consommateur lambda, non. Pourtant, dans la tête de tous les gens, aujourd'hui, on considère que la nourriture est polluée, puis on va se jeter sur le magasin bio en face, comme si on utilisait un gris-gris pour se protéger de la maladie. À qui profite le crime ? À deux acteurs principaux. Premier acteur principal, les terroristes de la nourriture, et en particulier une partie des écologistes. Qui sont les terroristes de la nourriture ? Une partie des écologistes, parce qu'avant on avait des écologues qui étudiaient l'écologie. Aujourd'hui, c'est devenu le sujet de Monsieur Tout-le-Monde. Il n'y a pas d'aspect scientifique là-dedans, il y a juste une opinion. Et avec cette opinion, on terrorise la population sans avoir de preuves. Et le deuxième acteur qui tire profit, c'est les médias. J'entendais récemment la lutte contre les fake news à la télévision, et en fait, ils ont remonté l'origine d'un article. Il faut faire 4 étapes pour revenir à l'origine d'un article, et la déformation de l'article fait qu'à la fin, on a une information terrorisante. Donc, le consommateur doit être plus vigilant et faire fonctionner son bon sens. Oui, alors là, dans les deux cas, en l'occurrence, on va y revenir. On a Audrey qui nous dit mieux manger, à quel prix ? On est de plus en plus obligé de manger de la merde, c'est le mot qu'elle emploie, vu le prix des produits de qualité, même les produits bas de gamme deviient chers. Est-ce que pour bien manger, c'est cher aujourd'hui ? C'est cher aujourd'hui, et ça risque de le devenir plus. Quand j'entends, par exemple, le côté radical des gens qui disent il faut supprimer toutes les substances qu'on utilise.
Ils ne savent pas que s'il y a une réduction de la production agricole, il y aura forcément non seulement une pénurie de certains produits, mais il y aura également une augmentation mathématique des prix. Donc ça veut dire, oui, aujourd'hui manger coûte cher. Moi je dis que c'est une des principales inégalités de notre pays. Vous avez de l'argent, vous pouvez manger super bien, acheter des morceaux de qualité, des produits de qualité. Vous n'avez pas trop d'argent, il faut vous nourrir. Donc vous allez vers des produits qui sont pas forcément labellisables ou de bonne qualité. Isabelle nous dit Yuka. Tout simplement. Moi, je trouve cette application très angoissante. J'ai vu quelqu'un de ma famille faire ça avec un steak. Yuka, est-ce que ça nous dit des choses sur ce qu'on mange? Yuka, c'est la prolongation des livres qu'on avait écrits 2006, 2008, 2010 avec Patrick Serog, dans lesquels on décrivait la nourriture et on disait ce qui était bon ou ce qui n'était pas bon. Sauf que nous, on avait un aspect scientifique là-dedans, c'est-à-dire on était calme et on disait voilà quel type de produit contient ça ou ça. Oui, il y avait une enquête avec des étiquettes qui étaient... On ne jetait pas l'anathème sur les produits. Aujourd'hui, quand je regarde l'application Yuka, il y a des choses qui sont bien, c'est-à-dire le fait de pouvoir lire le pavé nutritionnel sur un écran avec une taille normale. Mais en fait, quand vous croisez les aspects nutritionnels avec les aspects écologiques, finalement, vous ne pouvez rien manger. Donc, c'est une application éminemment anxiogène qui n'est pas dans le vrai parce que l'appréciation de la qualité d'un produit, qui soit bio ou non, elle n'est pas démontrée aujourd'hui. Ça veut dire, quand on parle des additifs, bien sûr qu'il ne faut pas en mettre trop, mais pourquoi condamner un tel et pas un autre tel? Et si un jour vous ne pouvez plus conserver les aliments, il faudra acheter du frais. Ça, c'est le sens de l'histoire, par contre. Vous avez juste une anecdote sur le bio. Vous aviez décrypté une boîte de gâteaux, de biscuits qui se disait bio avec de l'huile de palme. Oui, c'est exactement ça. Et c'est totalement absurde. On peut faire du bio avec des produits de mauvaise qualité et on peut faire des produits de bonne qualité avec des produits qui ne sont pas bio. Donc l'application est trop anxiogène et je trouve qu'elle alimente cette peur encore plus. Par contre, elle est beaucoup plus efficace que les consignes gouvernementales. Là, on voit la misère de ces comités Théodule qui se forment. Regardez le système d'étiquetage nutritionnel, ils sont là en train d'applaudir et de lever les bras en l'air en guise de triomphe, mais c'est largement battu par les applications. Mais aujourd'hui, on veut le risque zéro. Donc c'est vrai que quand il y a des épisodes, des drames comme ceux de la semaine dernière, on panique et on se dit mais est-ce que je suis à l'abri d'une contamination de mon steak haché à Le Colis ou est-ce que mes boîtes de conserve finalement ne sont pas mortelles, dangereuses et à risque? Non, mais il faut arriver au risque zéro. C'est le progrès de l'humanité. Par contre, dans les deux cas de figure, dans le premier cas de figure, concernant le petit Nolan, il y a quelqu'un à la base de la chaîne qui a triché. Donc, et c'est lui qui est responsable de l'infection. Et moi, je n'exonère pas le distributeur alimentaire. Ça veut dire que les grandes surfaces alimentaires disent aujourd'hui, si j'ai vendu un produit infecté, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du copain qui me l'a livré dans mon magasin. Mais pourtant, ils auraient dû demander les contrôles, les fiches contrôle des produits qu'ils mettent dans leur rayon. Donc pour moi, ils sont responsables aussi. La justice tranchera. Dans le deuxième cas, on n'a pas. Le deuxième cas est beaucoup plus grave parce que le botulisme. Donc c'est une femme qui a mangé. Alors moi, jamais j'aurais imaginé qu'une boîte de conserve, parce qu'on nous a dit qu'on pouvait. Il y a une sorte de discours contradictoire aussi en disant les dates limites d'utilisation. Finalement, vous pouvez les dépasser pour les yaourts. C'est une date indicative, mais vous pouvez y aller. Or là, elle a mangé une soupe périmée. Et elle est paralysée aujourd'hui, cette femme. Nolan est décédée de quelque chose qui peut se produire. Et chez Richard Colli, on sait que c'est fréquent. L'autre affaire est plus grave dans la mesure où on a éliminé en France le botulisme. Ça n'existe plus. Donc ça veut dire où est la faute? Alors il y avait deux hypothèses possibles. Peut-être qu'est-ce que c'est que le botulisme? Le botulisme, c'est une bactérie qui va sécréter une toxine qui est capable de paralyser tous les muscles. C'est beaucoup plus puissant que le curare. Et la personne décède souvent parce qu'elle ne peut plus respirer. Les muscles respiratoires sont coincés. Mais là, c'est beaucoup plus grave parce que cette bactérie, normalement, on ne devrait pas en avoir. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'était contenu dans la soupe, dans le sachet de soupe, ou bien est-ce que la dame en question avait laissé sa soupe traîner dans le réfrigérateur des semaines et des semaines? Et ce qui s'est passé, je vous expliquerai dans quelques instants comment on s'en protège. Ouverte, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est contaminée dans le temps. Quant aux dates de péremption, là où on a fait une faute, c'est qu'on a dit à tout le monde, finalement, les dates de péremption, pour résumer le message, c'est bidon, quoi. On peut aller au-delà. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller trop au-delà et qu'en même temps, ce qu'il faudrait imposer aux industriels aujourd'hui, c'est de leur dire, voilà, quand vous faites des dates de péremption, normalement pour avoir une date de péremption, l'industriel fait un test, puis il arrête le test et il sait que jusqu'à cette date-là, c'est bon. Mais on pourrait de temps en temps aller voir plus loin ce qui se passe et faire des tests sur une période plus longue, mais ça n'intéresse pas les industriels parce que si vous vendez un produit qui peut être conservé pendant un mois, vous risquez de ne pas le réacheter. Bien sûr. Michael nous dit qu'une marque d'huile mélange de l'huile de tournesol et l'huile de moteur.
Ça a été un scandale, il a raison, Michael. Il y a eu un scandale il y a quelques années de ça. Là, maintenant, ça se fait plus. Là, c'était quand même un peu fort de café. Et il n'y a pas eu de mort, il y a eu des conséquences. Il n'y a pas eu de mort, mais ça a été sanctionné. C'était Le Sieur à l'époque, c'est ce qu'il nous dit. Michael, toujours, nous dit, est-ce que les magasins comme Carrefour, Lidl, etc. sont surveillés dans le conditionnement des produits qu'ils mettent en rayon, en particulier la chaîne du froid, on voit souvent des rayons frigorifiques qui ne fonctionnent pas avec de l'eau à l'intérieur. Alors, ils sont censés être protégés, mais évidemment, à chaque étape, vous avez la possibilité d'une erreur humaine, parce que là, on n'est pas dans l'erreur industrielle, on est dans l'erreur humaine. Donc oui, effectivement, c'est pour ça que je voulais vous donner 2 conseils. La cuisson des aliments, c'est quelque chose de fondamental. En particulier chez les jeunes, chez les personnes qui sont en état de fatigue, ou qui sont affaiblies, et chez les personnes âgées. Et dans ces 3 situations, il faut vraiment cuire les aliments. La cuisson, ça a été un élément important. Si la dame en question, par exemple, avait fait cuire réchauffer sa soupe dans une casserole, et suffisamment longtemps, elle aurait probablement pas été victime de la... Ça veut dire qu'elle l'a... Enfin, on n'a pas toute l'histoire, mais... Moi, je pense qu'elle l'a bu tiède ou comme ça, à l'arrache, quoi. Et le steak haché, pareil, le steak haché, pareil. C'est vraiment, en plus, ce steak haché, il faut le dire, un produit qui se contamine très très vite. Il faut le manger, on vous le dit d'ailleurs chez le boucher quand vous achetez... La viande hachée ne se conserve pas déjà. Ça veut dire que quand vous achetez un steak haché, le boucher n'offre pas plus de garantie en réalité que la grande surface. Parce que s'il a acheté une bête qui a été souillée, il aura le même problème. Bon, c'est comme ça. Par contre, en ce qui concerne les steaks hachés des enfants, il n'y avait pas que le petit Nolan, tout le monde a été infecté. Donc ça veut dire que c'était l'eau entier qui était infectée, c'est ce qui a posé un problème notamment. Et c'est Nolan qui devait être plus fragile, qui a eu des atteintes neurologiques. Allez, on se retrouve dans un instant, puis vous nous direz, Jean-Michel Cohen, comment on peut se protéger, et puis des règles basiques d'hygiène dans le réfrigérateur. On en a parlé hier en préparant cette émission. J'avoue que je suis pas fière. On va y revenir. Comment se protéger des intoxications alimentaires? Évidemment, vos questions sur Sud Radio 0826 300 300. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h. On revient sur l'actualité. On a avec nous ce matin Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Vous avez publié Mieux manger pour les nuls chez First, ou votre dernier livre, Mes recettes légères au Thermomix. Et on parle des intoxications alimentaires. Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Est-ce que vous faites attention aux dates limites d'utilisation? Est-ce que vous avez peur aujourd'hui des produits que vous consommez? On en parle avec vous, et on a en ligne avec nous Maître Florence Rowe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocate de la famille du petit Nolan dont on a parlé dans la première partie de l'émission, ce jeune garçon qui est décédé après avoir consommé un steak haché contaminé à l'E. coli. C'est je ne veux pas le dire en entier parce que le nom à l'E. coli. Escherichia coli. Oui. Vous en êtes où aujourd'hui, et quel a été votre... Quels sont vos rapports avec la grande distribution et avec ceux qui ont vendu ce steak haché? Je pense que le problème ne réside pas tant dans la distribution des steaks hachés que dans ceux qui la fabriquent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup stigmatisé un certain nombre d'enseignes, en particulier une qui n'avait rien à voir dans l'histoire et qui, comme d'autres enseignes d'ailleurs, s'est fait livrer des steaks qui étaient confectionnés par une entreprise qui a été condamnée pour avoir mis sur le marché des produits toxiques. Donc, vous voyez, c'est un peu différent. Et cette société qui maintenant est en liquidation, la société SEB, est en liquidation quelque temps après le drame qui a touché un certain nombre de personnes, dont Nolan et sa famille. Et le dirigeant de cette société a été condamné à 2 reprises, c'est-à-dire une première fois par le tribunal et confirmé en appel en février dernier. Donc c'est encore récent, et cet individu n'assume toujours pas sa responsabilité. C'est pourvu en cassation, ce qui fait que le procès pour l'instant et l'indemnisation des victimes est totalement bloquée. Oui, totalement bloqué. Et pourquoi est-ce que c'est bloqué ? C'est bloqué parce qu'un pourvoi en cassation, ça suspend l'exécution des mesures, en tout cas des mesures civiles, des mesures pénales aussi, puisqu'il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes. Et ces 2 ans de prison, il ne les fera pas tant que le pourvoi ne sera pas totalement purgé, et tant que la décision de la Cour d'appel ne sera pas devenue définitive. Donc voilà ce qui nous bloque, et voilà aussi ce qui lui permet de se soustraire à ses obligations et de ne pas payer, de ne pas régler les dommages-intérêts qui ont été attribués par le tribunal après des expertises longues et minutieuses aux victimes. C'est assez révoltant quand on sait en plus
plus que les parents, enfin la famille de Nolan est dans une situation pas forcément très aisée, enfin sont pas des gens aisés, donc c'est vrai que cette indemnisation aurait dû intervenir. Vraiment extraordinaires qui se sont occupés de Nolan de façon absolument merveilleuse. Cet enfant, dans son malheur, a pu être malgré tout heureux. Ouais. Mais bon, ça n'enlève pas son handicap, ça n'enlève pas une et puis la faute, c'est-à-dire ce qu'on est frappé, c'est qu'il n'y a jamais de responsable. C'est ça. Il n'y a jamais de responsable. C'est toujours là, parce que il y a un responsable. Mais tout de même, Jean-Michel Cohen, vous disiez que le distributeur aussi a une responsabilité. Alors moi, je suis pas aussi expert en droit que Maître Raux, bien sûr, mais moi je pense que quand on reçoit un lot de viande dans un supermarché, on devrait demander la fiche qui va avec, en vérifiant que les contrôles ont bien été effectués. Voilà. Si on leur a donné un faux, ok, je comprends très bien, ils sont pas responsables. S'ils ne demandent pas cette fiche, peut-être qu'il faut modifier la législation. Ils portent une partie de la responsabilité. C'est trop facile, si vous voulez, d'être dans un magasin, de dire je vends ce qu'on me donne et je m'exonère de tout. Il faut partager les responsabilités. Donc, à vous de juger, Maître Raux, et également au tribunal. Si je peux répondre là-dessus, le tribunal précisément et la Cour d'appel ont déjà statué sur ce point. Le distributeur, quel qu'il soit, que ce soit l'enseigne Lidl, Carrefour ou n'importe laquelle d'entre ces grandes enseignes, précisément à cette occasion, a bien fait les contrôles et a bien vérifié qu'on leur fournissait des steaks confectionnés, pas juste la viande, c'est pas eux qui fabriquent les steaks. Ces steaks sont arrivés tout emballés, tout prêts à consommer. Alors, je veux bien qu'on puisse considérer qu'il faut que tout le monde regarde, mais dans ces cas-là, c'est une chaîne perpétuelle de vérification. Il se trouve que là, les vérifications avaient été faites par les services de contrôle, les services vétérinaires, les services ensuite qui viennent contrôler dans l'entreprise les chartes de qualité, que tous ces contrôles ont été faits, que des alertes avaient été signifiées à l'entreprise SEB qui a choisi, son dirigeant a choisi de les ignorer. C'est totalement différent. Donc il y a une tromperie, et c'est d'ailleurs cette tromperie qui a été jugée blâmable et qui a été condamnée. Donc ne faisons pas d'amalgame. Franchement, s'il y avait de quoi taper sur les distributeurs, faites-moi confiance. Non, il ne s'agit pas de taper. C'est pas de taper, mais c'est la responsabilité partagée. Non, mais là, il n'y a pas de responsabilité. Vous ne pouvez pas, à ce moment-là, chaque consommateur de steak devrait aussi être pharmacien, biologiste, et puis être capable de vérifier son steak, son saucisson et tout ce qu'il mange. On va vérifier les avocats. Là, sur cette affaire-là, je pense que les choses ont été clairement établies, malheureusement. Nous avons un chef d'entreprise d'une société qui fabrique ces steaks que tout le monde consomme et devrait consommer en toute confiance. Et voilà ce qui est arrivé. Merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous. Jean-Michel Cohen, des conseils peut-être simples, basiques. Michael s'y connaît très bien. Il dit nettoyer son frigo une fois par semaine, conditionner ses aliments en les sortant des emballages. Il dit tout, c'est un pro. C'est un pro. En fait, il y a quelque chose qui est vraiment oublié dans le comportement du consommateur, c'est les réfrigérateurs et l'hygiène d'un réfrigérateur. Un réfrigérateur, en réalité, ça se nettoie et ça se désinfecte de temps en temps. Je vous donne un exemple sur lequel j'insiste beaucoup. Les gens ont pris l'habitude d'acheter des compotes ou des yaourts dans des emballages carton à l'intérieur desquels sont les pots. Par 12 en fait, ou 18. c'est là, ces emballages carton qui contiennent le plus de germes. Donc, on les met systématiquement dans le réfrigérateur. Alors, si vous le faites, ok, mais alors il faut faire comme Michael, c'est-à-dire laver une fois par semaine. Mais en principe, il faut décartonner. Donc, il faut retirer les cartons. C'est élémentaire. D'accord. Ensuite, il faut respecter les règles du froid. Ça veut dire qu'un réfrigérateur, il doit être à 4 degrés. Il ne doit pas être à 10 degrés. Donc, ça veut dire qu'il faut contrôler la température de temps en temps et le rafraîchissement à l'intérieur. Ensuite, il y a différents bacs. Le frais, c'est en dessous, les légumes dans les bacs. Et puis, il y a les produits qui sont peu périssables. J'entends par là, comme par exemple le beurre, alors que les produits laitiers, la charcuterie et la viande sont des produits sensibles. Donc, ceux-là, ils doivent être mis à température vraiment réfrigérée. Et pareil pour les congélateurs. Ça veut dire les congélateurs aussi, ça se nettoie. Pourquoi ? Parce que le germe, il est endormi quand il est au froid, mais quand vous allez décongeler le produit, il va se réveiller. Donc ça veut dire qu'il faut nettoyer ces appareils régulièrement. Enfin, quand vous achetez des produits, et particulièrement les produits sensibles, donc les produits dont je viens de parler, ça se cuit et ça ne se garde pas 107 ans. Ça veut dire que la viande hachée, les produits laitiers, la charcuterie, là, les dates de péremption, alors pour les produits laitiers, on peut les consommer quelques jours plus tard, mais sûrement pas 10 jours plus tard. Donc les dates de péremption, elles ont quand même de la valeur, même si on demande aux gens de ne pas être à cheval sur la journée. Donc, il ne faut pas conserver trop longtemps les produits. Et surtout les produits. Est-ce qu'il y a des nouvelles bactéries ? Est-ce qu'aujourd'hui, on assiste
Comme pour les antibiotiques, où aujourd'hui il y a des maladies qui sont résistantes aux antibiotiques, est-ce qu'aujourd'hui il y a des germes qui se développent qui n'existaient pas avant ? Alors, premièrement, d'abord, il existe des bonnes bactéries. Comme par exemple, on parle beaucoup du microbiote. Ouais. À l'intérieur du microbiote, il y a des très bonnes bactéries. Les bactéries, on en découvre régulièrement, mais enfin, c'est pas une grande surprise. Par contre, la nouveauté, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de bactéries qui deviennent résistantes. Ouais. Avant, on traitait certains germes très très facilement. Aujourd'hui, il faut faire une palette d'antibiotiques avant d'arriver au bon antibiotique pour traiter le germe. Et ça, c'est le fruit, en fait, cette prolifération, c'est pas simplement le fruit des antibiotiques, c'est les mutations qui sont produites au fur et à mesure des années pour ces bactéries qui veulent se protéger elles-mêmes de la mort. Le beurre peut-il rester constamment en dehors du frigo, demande Audrey ? Non, au bout d'un moment. Alors, il ne va pas devenir toxique puisqu'on utilise les matières grasses comme le sucre pour conserver, mais il va prendre un sale goût. Ouais, donc il devient rance en fait. Oui, donc il devient rance, donc on ne peut pas le conserver. La seule chose qu'on conserve hors du réfrigérateur sans problème, en fait, ce sont les œufs. Parce que quand vous mettez les œufs trop longtemps au réfrigérateur, en fait, le film plastique, le film naturel qui recouvre l'œuf et qui empêche les bactéries de pénétrer à l'intérieur de l'œuf en traversant la coquille, il va se détruire à l'humidité. Donc, les œufs, ça se conserve à température ambiante. Donc, le message, il est quand même de dire que globalement, nos aliments sont sains. On n'a jamais atteint ce niveau-là. Et sûrs. Oui, on n'a jamais atteint ce niveau-là. Et qu'il y a effectivement des règles d'hygiène de base à respecter. Après, le risque zéro n'existe pas. Vous avez donné quand même quelques éléments, c'est-à-dire des éléments basiques, de cuire les aliments bien, les dates limites d'utilisation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on renforce la qualité des aliments de plus en plus. Même les peurs que nous avons à l'heure actuelle, dont je parlerai début novembre, oui, vous avez publié un livre. Il y a un nouveau livre sur cette peur au ventre. Même ces peurs-là, elles vont être éliminées dans le temps. Et arrêtez de parler simplement des pesticides. Aujourd'hui, j'en parlerai plus largement en novembre. Le plastique, pour moi, est vraiment le grand problème à venir. C'est-à-dire les plastiques relarguent des substances à l'intérieur des aliments, qu'on le veuille ou non. Et ces substances sont réellement cancérogènes. Toxiques et cancérogènes. Voilà. Donc là, un des conseils, c'est de ne pas cuire au micro-ondes. Non, on ne cuit rien au micro-ondes dans du plastique. On utilise du verre, on désemballe le produit, on le met dans le verre. Déjà, on limite beaucoup les choses. Merci beaucoup, Dr Cohen. Puis on vous attend au mois de novembre pour votre prochain livre. Et je rappelle celui qui est en librairie, Mieux manger pour les nuls, aux éditions First, qui comporte déjà un certain nombre de conseils très pratiques. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour parler de l'actualité de Greta Thunberg. Ça vous fait réagir, cette jeune femme? Non, je voudrais savoir où elle a trouvé l'argent pour embaucher des avocats pour faire un procès à plusieurs pays. Oui, absolument. On va poser la question. Restez avec nous si vous voulez. Merci Jean-Michel Cohen. À tout de suite sur Sud Radio.